Bonjour. Dans la première partie de ce chapitre génétique, nous avons parlé surtout de la plante par rapport à son environnement. Dans la deuxième partie, qui commence ici avec la section ploïdie, nous allons plutôt parler de phénomènes génétiques en lien avec l'agriculture. Donc, voir en quoi ces phénomènes génétiques nous aident à comprendre les plantes que l'on cultive et éventuellement à pouvoir les en. Donc, premier grand point que je vais aborder, c'est la question de la ploïdie, c'est-à-dire le nombre de chromosomes qu'on trouve dans une plante. Sachant que tout ce qu'on a vu jusqu'à présent reste toujours vrai, évidemment. Le sporophyte a toujours 2 fois plus de chromosomes que le gamétophyte. Sauf que chez ce sporophyte, ce nombre de chromosomes sera assez souvent différent de 2. Donc on aura des plantes 4N, 6N, 8N, voire plus. Et aussi, donc premier cas, des plantes que l'on dit haploïdes. Donc des plantes dans lesquelles le sporophyte possède N chromosomes. Donc ça peut paraître assez paradoxal puisque jusqu'à présent, à chaque fois qu'on avait une phase à N chromosomes, on disait que c'était un gamétophyte. Alors pourquoi n'appelle-t-on pas gamétophyte des plantes ici qui ont N chromosomes? C'est parce que ces plantes ne sont pas des sacs embryonnaires ou des grains de pollen ou quoi que ce soit. Ce sont bel et bien des plantes avec des tiges, des feuilles, des racines et qui feront éventuellement même des fleurs. On en voit quelques exemples ici sur la photo de droite. Donc ce sont bel et bien des plantes qui correspondent à la phase sporophytique du cycle, mais avec uniquement donc un jeu de chromosomes. Donc justement, comme on le voit sur la photo, ces plantes haploïdes par rapport à leurs parents diploïdes sont tout à fait identiques, à une seule exception près, et on le voit bien sur la photo, leur taille généralement est plus petite. Il y a une différence fonctionnelle aussi importante, donc elles font des fleurs, on le voit ici, mais vous comprenez qu'avec N chromosomes, la méiose est impossible, donc ces plantes sont stériles. Alors ces plantes haploïdes existent parfois de façon naturelle, et on comprend assez facilement qu'une plante haploïde dans la nature va assez rapidement disparaître, mais on sait aussi les produire artificiellement. Et on va voir après justement quel est l'intérêt de ces plantes haploïdes. Mais avant, donc, comment peut-on obtenir une plante haploïde? C'est, je dirais, relativement simple. Il s'agit effectivement de prendre une cellule d'un gamétophyte, donc d'un individu dont les cellules ont naturellement N chromosomes, et tirant profit de cette capacité qu'ont plusieurs cellules de plantes de pouvoir régénérer une plante entière. Donc si on régénère une plante à partir de cellules de gamétophytes cultivées in vitro, on obtient en effet une plante qui a N chromosomes, mais encore une fois, cette plante, c'est bel et bien un sporophyte, c'est-à-dire une plante avec des feuilles, des tiges et des racines. Alors pourquoi chercherait-on à faire volontairement des plantes haploïdes, sachant qu'elles seront stériles? L'intérêt, il est dans la facilité de sélectionner de nouveaux caractères. Donc on sait que les caractères mutants sont généralement récessifs. Donc vous avez dans chaque plante un potentiel de nouveaux caractères, donc sous la forme justement de mutations récessives, mais qui sont difficiles à mettre en évidence parce qu'il faut arriver par des croisements sur parfois plusieurs générations à obtenir la plante homozygote diploïde, donc chez laquelle ce caractère récessif va se manifester. Donc si vous avez une plante qui est haploïde, par définition, tous les caractères récessifs se manifestent puisqu'il y a une seule copie de chaque gène. Donc ça permet de mettre en évidence des caractères qui n'étaient pas nécessairement faciles à voir chez les plantes diploïdes. Évidemment, ça vous donne une plante N qui est stérile, donc qui n'est pas très utile, mais il est très facile chez les plantes de provoquer un doublement de chromosomes, donc de revenir à l'état de N, avec une plante qui sera donc homozygote pour l'ensemble des caractères et qui aura donc retrouvé sa fertilité. Ce qui est beaucoup plus important donc, pour comprendre les plantes qu'on a aujourd'hui, à la fois naturellement et ce qu'on peut faire, donc c'est la notion de plante polyploïde. Donc, phénomène, comme je l'ai dit, est déjà très important naturellement. Donc, les estimations, même les plus conservatrices, nous disent que au moins 50% des espèces naturelles sont des plantes polyploïdes. Et là aussi, on peut les produire artificiellement. Donc, ce sont des plantes qui possèdent des jeux multiples de chromosomes. Comme je le disais tout à l'heure, des plantes qui, au niveau du sporophyte, ont non pas 2N chromosomes, mais ont 4N, 6N, 8N, voire beaucoup plus. Mais donc, je vous rassure, ça ne change pas du tout le principe général de l'alternance de génération. Donc, ces plantes vont alterner entre, par exemple, un sporophyte qui a 4N chromosomes et un gamétophyte qui, par conséquent, aura 2N chromosomes. Donc, aucune modification au niveau du cycle de reproduction. Alors, il y a deux possibilités pour ces plantes polyploïdes.
soit tous les chromosomes proviennent d'une seule espèce. Dans ce cas-là, donc on a finalement des changements relativement mineurs et on qualifiera ces plantes de autopolyploïdes. Soit ces jeux multiples de chromosomes proviennent de deux espèces différentes, voire de plusieurs espèces différentes. Donc, ce qui veut dire que là, on aura créé de toutes pièces des nouvelles espèces qui seront des hybrides à partir de leurs parents, et ces plantes-là seront appelées des allopolyploïdes. La première différence que l'on observera, donc qu'on déduit de ce qu'on a vu avec les plantes haploïdes, c'est que les cellules, les organes et donc les plantes elles-mêmes seront généralement plus grandes. Donc il y a une relation assez directe entre le nombre de chromosomes et la taille de la cellule et de la plante. Donc on le voit ici dans le cas des fraisiers dont on parlera tout à l'heure, et aussi le cas donc, de l'hémérocale. Donc on voit nettement que les fleurs de la plante tétraploïde à droite sont plus grandes que les plantes de la fleur diploïde. Et comme dans ce cas-là, on a toujours des paires de chromosomes, donc la méiose le plus souvent est possible et ces plantes conservent leur fertilité. Alors première question, comment peut-on obtenir naturellement ou artificiellement des plantes polyploïdes? Donc il y a deux voies qui sont possibles. Soit vous avez produit par accident des gamètes diploïdes. Ça n'arrive pas très souvent, mais ça se produit. Et donc, évidemment, si les gamètes sont demeurées à l'état 2N, la fécondation entre deux gamètes diploïdes vous donne une plante qui a maintenant 4N chromosomes. Donc un zygote qui a 4N chromosomes et qui forcément va se développer en une plante dont toutes les cellules auront 4N chromosomes. Dans d'autres cas, vous avez une fécondation tout à fait normale, c'est-à-dire des gamètes N qui produisent le zygote 2N. Mais autre phénomène qui se produit parfois chez les plantes, c'est un doublement chromosomique au tout début de son développement. Donc les cellules 2N deviennent 4N et par la suite, la plante elle-même sera 4N. Donc ces deux événements, production de gamètes 2N ou doublement chromosomique, sont des événements qui restent rares, mais à l'échelle évolutive, donc sur des millions d'années et sur des milliards de plantes, donc c'est un événement qui quand même se produit relativement fréquemment. Et si on revient au fraisier, qu'on reverra en détail tout à l'heure, donc on a la taille ici d'un fruit entre guillemets normal, c'est-à-dire d'une plante diploïde, et le fruit d'une plante tétraploïde qu'on obtient par croisement entre gamètes 2N, et on voit que le fruit est plus grand que le fruit de la plante diploïde. Juste une parenthèse avant d'aller plus loin sur la question des plantes polyploïdes. Donc il existe aussi un phénomène qu'on appelle d'endopolyploïdie. Ce qui veut dire que même dans une plante diploïde classique, on a des cellules qui sont polyploïdes. Par exemple, au niveau du suspenseur, dans le développement embryonnaire, au niveau du stomate, et si vous retournez voir les figures qu'on a déjà étudiées, on voit très bien que ces cellules sont souvent très très grandes. Cette taille plus grande des cellules est de nouveau corrélée à la quantité d'ADN dans leur noyau. Et donc ce sont souvent des cellules polyploïdes. Donc on a des cellules de 4N, 8N, voire plus, dans des plantes dont l'ensemble des cellules sont 2N. Mais donc au cas des plantes elles-mêmes, avec une autre illustration de ce lien entre l'haploïdie et la taille des cellules, avec l'exemple de la betterave, diploïde par rapport à la betterave tétraploïde. Donc on voit très bien que la taille des cellules de la surface d'une feuille est plus grande chez la plante qui est 4N. On voit que les feuilles et la plante elle-même donc, sont plus grands. Et ça se voit même au niveau du pollen, puisque le pollen des plantes diploïdes sera 1N, sera haploïde, et le pollen des plantes 4N sera par conséquent diploïde, 2N, et on voit que ces grains de pollen sont nettement plus grands que les autres. Alors pour voir que ce phénomène de nouveau n'est pas qu'un exercice théorique, mais correspond à plusieurs plantes que l'on connaît très très bien, on va étudier quelques exemples, en commençant par un exemple de plante autopolyploïde. Et là, c'est une plante je dirais qu'on voit pratiquement tous les jours, qu'on consomme très régulièrement, c'est la pomme de terre. Donc à l'origine, la pomme de terre sauvage est une plante dont le nombre de chromosomes N est égal à 12. Donc 2N évidemment est égal à 24. Dans les espèces cultivées, on se rend compte que le nombre de chromosomes de la phase gamétophytique est égal à 24, 48, voire jusqu'à 144. Donc 12 fois plus de chromosomes par cellule que dans la pomme de terre sauvage. Et ceci, sans en être la cause unique, est corrélé au fait qu'on a des pommes de terre, qu'on a sélectionné des pommes de terre de plus grande taille. Donc les pommes de terre sauvages ont cette taille, elles font quelques grammes, et par sélection,
on a obtenu des pommes de terre donc, qui font plusieurs centaines de grammes. Et donc, j'insiste, hein, la ploïsie n'est pas nécessairement le seul facteur, mais c'est un facteur important qui explique ce changement de taille. Alors, au niveau chromosomique, ça donne ceci. On va appeler grand A, donc un jeu de chromosomes de la pomme de terre. Donc, la pomme de terre sauvage a, à l'état sporophytique, 2 jeux de chromosomes A. On dit qu'elle est 2n égale à 24 ou n égale à 12. Donc, le phénomène de production de polyploïdes, que ce soit par des gamètes 2n ou par doublement de chromosomes, vous donne une plante qui aura, par exemple, 4 jeux de chromosomes A. Ce qui veut dire qu'elle aura au niveau du sporophyte 2n égale à 48 chromosomes et au niveau du gamétophyte, n égale à 24 chromosomes. Donc, n est le nombre, pour revenir tout de suite ici, est le nombre qu'on dit haploïde de chromosomes, le nombre du gamétophyte, de chromosomes de la gamétophyte et forcément le nombre de chromosomes qu'on retrouve au niveau du gamète. Donc jusque-là, rien de nouveau. Cependant, ce 2n égale à 48 et n égale à 24 cache une réalité, c'est-à-dire qu'on n'a pas 2 jeux de 24 chromosomes dans cette plante, on a 4 jeux de 12 chromosomes, puisqu'on a tout dupliqué. Et c'est là qu'on introduit une autre notion, c'est la notion qu'on appelle X ici. Donc on dira que le 2n égale à 48 correspond à 4 jeux de chromosomes, donc 4X. Et on appellera X le nombre monoploïde de chromosomes, c'est-à-dire le nombre de chromosomes dans un des jeux de chromosomes. Donc en fait, ici, le nombre de chromosomes n'est pas 2 fois 24, c'est en fait 4 fois 12. Et puisqu'on a 4 jeux de chromosomes d'une même espèce, on dira que la plante est tétraploïde, 4 jeux de chromosomes, mais d'une même espèce, donc on précisera autotétraploïde. Mais c'est toujours une pomme de terre avec donc peut-être une taille plus grande, mais des caractères qui, le moment, restent les mêmes. Donc là où ça devient plus intéressant, c'est le cas des plantes qu'on dit allopolyploïdes, c'est-à-dire dans lesquelles les jeux de chromosomes proviennent d'espèces différentes. Donc le principe général est très simple, toujours en exprimant donc, par une lettre majuscule un jeu de chromosomes. Donc on a par exemple une plante ayant 2 jeux de chromosomes A, donc ce serait l'espèce A si on veut, et dont les gamètes auront un jeu de ces chromosomes, qu'on va croiser avec une espèce B ayant 2 jeux de chromosomes B, c'est-à-dire des gamètes avec un jeu de ces mêmes chromosomes. Si ces plantes sont suffisamment proches, par accident, on peut arriver à créer un hybride, donc qui aura donc un jeu de chromosome A et un jeu de chromosomes du parent B. Et ce sont des jeux de chromosomes différents. La méiose ne sera pas possible, il n'y aura pas d'appariement de chromosomes. On observera donc que cette plante est stérile. Mais là aussi, soit naturellement, soit artificiellement, un doublement de chromosomes vous donnera la plante ayant 2 jeux de chromosomes A, 2 jeux de chromosomes B, c'est-à-dire des gamétophytes et gamètes ayant un jeu de chromosomes A et B, et cette plante-là, ayant des paires de chromosomes, aura récupéré généralement sa fertilité. Et surtout, cette plante AABB est une nouvelle espèce. On a ainsi créé de toutes pièces une nouvelle espèce en croisant 2 espèces différentes. Donc c'est un phénomène extrêmement important à la fois dans l'évolution naturelle des plantes et dans le développement de nouvelles variétés pour l'agriculture. C'est pour ça que je vais élaborer en présentant 5 exemples différents, en commençant par le cas du colza. Le nom latin étant Brassica napus. Donc je vais préciser ici le nom latin, ce n'est pas ce qu'il faut retenir, c'est simplement pour que le schéma soit complet. Et cet exemple de Brassica va déjà nous renseigner de façon importante, donner une information importante par rapport à ce phénomène de création de nouvelles espèces. Alors le colza qu'on cultive aujourd'hui est le fruit de l'hybridation entre 2 brassicas, donc 2 plantes du même genre, donc très proches. Et c'est un genre dans lequel il y a effectivement assez souvent des croisements interspécifiques. Le brassica rapa a 2n égale 20 chromosomes, le brassica oleracea a 2n égale à 18 chromosomes. C'est-à-dire que les gamètes ont respectivement 10 et 9 chromosomes. Le croisement entre ces gamètes produit un hybride à 19 chromosomes qui est stérile. Et le doublement de chromosomes, qui encore une fois peut se produire spontanément ou peut être induit par l'action humaine, va produire un hybride possédant 38 chromosomes, c'est-à-dire 2 fois le nombre de chromosomes de cette espèce et 2 fois le nombre de chromosomes de cette espèce. Et cet hybride a retrouvé sa fertilité. Donc là où ça devient intéressant, c'est qu'on pourrait croire intuitivement que l'hybride aura des caractères intermédiaires entre ces 2 parents, et ce n'est pas le cas. Ce n'est pas toujours le cas, du moins. Et ici, on voit que le Brassica napus, donc l'hybride, est plus grand que chacun de ces 2 parents.
Donc cette nouvelle espèce n'est pas la moyenne des parents, c'est quelque chose de nouveau. Et évidemment, on comprend l'intérêt pour l'agriculture de pouvoir produire par ce genre de croisement une plante qui soit plus grande et ayant éventuellement d'autres caractères qui vont nous intéresser. Deuxième exemple, pour rester dans des plantes qui nous sont très familières, c'est le cas du fraisier, que j'ai déjà abordé brièvement tout à l'heure. Donc on sait que la fraise sauvage, qui est Fragaria vesca, et encore une fois, ce n'est pas les noms latins que je vous demande de retenir, possède 2N égale à 14 chromosomes. Quand on regarde les fraises cultivées, on constate qu'elles ont en fait 56 chromosomes, ou si on veut, donc 28 paires de chromosomes. Donc ces plantes, par rapport à la plante d'origine, sont 8X. Ce sont donc des octoploïdes avec comme conséquence, en précisant encore une fois que la ploïdie n'est pas nécessairement le seul facteur, mais c'est un des facteurs, que les fruits, comme on voit ici, des fraises octoploïdes sont nettement plus grands que les fruits des fraises sauvages. Et tout le monde sait effectivement que les fraises sauvages sont des tout petits fruits par rapport aux fraises que l'on achète au marché ou que l'on cultive chez soi. Donc cette fraise cultivée est le produit d'une hybridation entre deux plantes de nouveau du même genre, donc Fragaria virginiana, qui est une plante qui pousse naturellement aux États-Unis, et Fragaria chiloensis, qui, comme ce nom l'indique, est une plante qui pousse naturellement au Chili. Dans la nature et sans intervention humaine, ces deux plantes ne se seraient jamais rencontrées, mais on avait un botaniste qui avait récupéré des fraisiers un peu partout dans le monde et qui les a fait pousser dans le même jardin en France. Et ce qui est arrivé, donc, c'est que ces fraisiers de différentes origines se sont croisés. Et le croisement entre ces deux espèces a produit une nouvelle espèce que le botaniste a nommée Ananassa à cause de la forme des fruits et qui est à la base de toutes les variétés de fraises cultivées qu'on a aujourd'hui. Donc, à partir de ce croisement, on a continué la sélection. Il n'y a pas nécessairement eu de changement au niveau génétique, au niveau de la ploïdie, je devrais dire. Il y a eu d'autres variations génétiques qui ont été sélectionnées, parce qu'on a aujourd'hui un très grand nombre de variétés de fraises, mais elles découlent toutes de ce premier croisement entre deux fraises qui sont petites, qui sont très différentes, et qui vous donnent une fraise nettement plus grande. Troisième exemple, toujours dans une plante qui nous est très familière et évidemment très importante pour notre alimentation, donc le blé, dont le nom latin est Triticum aestivum. Le blé est encore plus complexe génétiquement, c'est une plante qu'on dit allohexaploïde. Donc il y a 6 jeux de chromosomes provenant de 3 parents différents, qu'on va appeler ici A, B et D. Donc, évidemment, le croisement ne s'est pas fait en une fois. Il n'y a pas de mécanisme qui permette de croiser 3 plantes simultanément. Donc, ça s'est fait en 2 étapes. D'abord, les plantes A et B se sont croisées, selon les mêmes processus qu'on vient de décrire pour les exemples du fraisier et aussi du colza. Donc, des plantes A et B qui donnent la plante tétraploïde AABB. Et puis, cette plante tétraploïde s'est elle-même hybridée avec la plante diploïde qu'on appelle D, pour donner l'hybride AABBDD, qui possède 2N égale à 42 chromosomes, mais ce 2N cache le fait qu'on a en fait 6 jeux de chromosomes provenant, comme je le disais, de 3 parents différents. Donc on la dira génétiquement 6X. Ces croisements se sont produits naturellement chez des plantes que l'on connaît maintenant et qui existent toujours, et n'auraient pas nécessairement survécu dans la nature, mais ce sont des plantes qui étaient intéressantes, qui avaient des qualités intéressantes pour l'alimentation humaine, ce qui fait que ces hybrides ont été sélectionnés et propagés par l'homme. Donc ce blé hexaploïde, qui est le principal blé qu'on cultive aujourd'hui, est apparu au tout début de l'agriculture, de la domestication des plantes, entre moins 9000 et moins 12 000 ans. Et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le blé tendre panifiable, donc celui qu'on aime bien parce qu'il a tous les caractères dont on a besoin pour faire du pain. Et ce caractère, donc qui permet de faire du pain à partir de la farine de ce blé, est un caractère qui est absent de chacun des 3 parents. Donc aucun des 3 parents, que ce soit l'espèce A, B ou D, ne nous donne une farine qui permet de faire du pain ayant les caractères de ce qu'on recherche aujourd'hui et qu'on obtient par le blé hexaploïde. Donc vous avez ici schématiquement le croisement entre les 2 premiers parents qui vous donne ceci et qu'on croise avec celui-ci et qui donne donc le blé qu'on connaît aujourd'hui. Pour ceux qui s'intéressent, vous avez une autre figure qui illustre ce croisement, donc le premier croisement qui donne l'hybride AB, qui est en passant ce qu'on appelle le blé dur, et deuxième croisement qui vous donne le blé hexaploïde,
qui est celui, encore une fois, qu'on utilise aujourd'hui pour faire la farine et faire le pain. Quatrième exemple, donc j'ai commencé à parler d'intervention humaine, donc là on va plus loin, parce qu'une fois que les chercheurs, les agronomes et autres ont eu compris ce phénomène de plantes polyploïdes, comment ça fonctionnait et quels pouvaient être les avantages potentiels. Donc la tentation, évidemment, c'était de faire la même chose de façon volontaire et ne pas attendre que les hybrides apparaissent spontanément dans la nature. Alors première approche qui a été suivie, c'était de se dire, et l'approche était relativement simpliste, donc c'était de dire que le blé, effectivement, donc est une plante qui donne un produit qui nous intéresse, qui a un bon rendement, mais qui est une plante relativement fragile. Alors que le seigle, à l'inverse, est une plante qu'on dit très rustique, donc qui a peu de maladies, qui résiste bien et qui résiste bien aussi à des conditions plus froides. Donc l'idée était de se dire, ben, si on arrive à croiser les deux, on pourrait avoir une plante qui aurait à la fois les qualités et le rendement du blé, et tout en conservant donc, ce caractère rustique au niveau du seigle. Donc le croisement a été fait entre le blé ici à gauche et le seigle à droite, et ça donne une plante, ça a fonctionné, qu'on appelle la triticale, qui effectivement, dans ce cas-là, a conservé ses caractères, donc l'approche a fonctionné, et la triticale est une plante que l'on cultive à une assez grande échelle, par exemple dans le nord de l'Europe, donc là où il fait trop froid pour cultiver du blé. L'autre exemple du même type concerne une plante qu'on a appelée le Raphano brassica, avec le même genre de raisonnement au départ, donc en se disant, on a d'un côté des choux dont on utilise les feuilles et pas les racines, et on a des radis dont on utilise les racines et pas les feuilles. Donc vous voyez que le raisonnement de nouveau est très simpliste, c'est de dire, ben, si on avait un hybride entre le chou et le radis, on pourrait avoir une plante dont on utilise à la fois les feuilles et les racines. Donc le nom est dérivé du nom, évidemment, des deux plantes qui sont les parents. Donc le croisement a été réalisé, ce qui n'est pas nécessairement évident, puisqu'ici, il s'agit de plantes de deux familles différentes, de deux genres différents, pardon, le genre Brassica et le genre Raphanus. Mais en insistant un petit peu, on y arrive. Les deux plantes ont 2N égale à 18 chromosomes, ce qui peut créer un peu de confusion, puisque les normes sont les mêmes, mais il faut bien retenir que les chromosomes sont différents. Donc, ce n'est pas parce qu'on arrive à un hybride ayant 2N égale à 18 chromosomes que l'hybride est fertile, puisque le 18 chromosomes de l'hybride obtenu en croisant les gamètes, c'est 9 chromosomes du chou et 9 chromosomes du radis. Donc, des chromosomes très différents. Donc, l'hybride est stérile, mais de nouveau, en provoquant un doublement des chromosomes, on obtient un hybride fertile qui est à 2N égale à 36 chromosomes, mais qui cache encore une fois le fait qu'on a 4 jeux de chromosomes. Donc, on dira à cette plante 4X. Et dans ce cas-là, le X est égal à 9, puisqu'on a des jeux de chromosomes en possédant 9 pour chacun des deux parents. Donc, on verra juste après ce que cette plante, de quoi cette plante a l'air. Mais déjà, avant même de voir la plante elle-même, c'est qu'on peut déjà dire que c'est une approche qui était très intéressante, très révolutionnaire, je dirais, puisque c'était le premier échange volontaire de caractères, c'est-à-dire de gènes, entre espèces différentes, et même non seulement espèces différentes, mais encore une fois, entre genres différents. Et donc, c'était la première création volontaire par l'espèce humaine de ce qui est, en effet, une nouvelle espèce. Donc, ça a été fait par un botaniste russe, donc au début du XXe siècle. Le problème, c'est que ça ne marche pas toujours aussi bien qu'on l'espérait et que les hybrides ont plutôt des feuilles de radis et des racines de choux. Donc, évidemment, la plante est tout à fait inutile pour l'agriculture. Mais encore une fois, l'intérêt de ce croisement, c'est qu'on a réussi à créer de toutes pièces un hybride entre deux plantes différentes. Plus concrètement, la recherche au niveau de ces Raphano brassica se poursuit encore, puisqu'il y a aussi un intérêt au niveau non seulement de l'utilisation de la plante, mais au niveau de la résistance à des pathogènes. Donc le chou, et on en reparlera donc, au prochain cours, le chou est très sensible à des différents pathogènes, dont le Plasmodiophora brassicae, on en dira quelques mots, alors que le radis résiste très bien. Donc ce genre d'approche permet d'imaginer qu'on puisse transférer des gènes de résistance du radis au chou pour permettre d'éviter des pertes au niveau des récoltes. Deuxième intérêt plus fondamental, ça permet de se rendre compte que ces croisements ont un caractère tout à fait aléatoire, c'est-à-dire que si on croise du chou et du radis, on obtient une descendance multiple, on obtient concrètement un grand nombre de graines, chaque graine donnant une nouvelle plante,
et chacune des plantes sera très différente des autres. Donc on a ici deux exemples, donc deux plantes issues d'un même croisement. Donc, on voit qu'elles sont nettement différentes, ce qui indique bien que ce processus est tout à fait aléatoire et non prévisible. Alors, suite à ces cinq exemples, ça m'amène à faire quelques remarques sur ce phénomène de création d'hybrides entre espèces différentes, ce qu'on peut appeler en effet de l'alloploïdisation. Si on revient au niveau naturel, c'est le principal facteur de spéciation chez les plantes. Donc, vous avez étudié sûrement en L1 les principaux facteurs qui mènent à l'apparition de nouvelles espèces. Donc ils sont tous vrais pour les plantes, mais chez les plantes, ce phénomène de création d'hybrides entre espèces différentes est le principal facteur qui explique l'apparition de nouvelles espèces. Comme je le disais tout à l'heure, plus de 50% des espèces d'angiospermes sont des plantes polyploïdes. Pourquoi est-ce que c'est tellement fréquent chez les plantes? C'est que, comme on l'a vu, les hybrides ne sont pas la moyenne des parents, mais souvent sont des caractères nouveaux. Donc des caractères qui peuvent être utiles pour la plante. Donc, dans ce cas-là, ça sera retenu par sélection naturelle. Évidemment, si la plante hybride a un moins bon développement que les parents, ça sera éliminé assez rapidement. Et ces caractères utiles peuvent l'être pour l'homme. Et donc, on reparle ici de domestication donc des espèces, et donc non pas de sélection naturelle, mais de sélection artificielle. Ça demeure un événement qui est rare, mais en rappelant qu'un événement rare à notre échelle, donc à l'échelle évolutive, devient un événement qui se produit quand même assez souvent. Donc entre espèces différentes, encore une fois assez rare. Entre genres différents, on l'a vu, ça peut arriver, ça dépend des genres. Il y a des genres chez lesquels c'est plus facile que d'autres. Alors qu'entre familles différentes, on n'observe pratiquement jamais d'hybridation. Donc pas de possibilité de créer un hybride entre deux plantes de familles différentes. Par contre, si on veut le faire, en théorie, toutes les combinaisons sont possibles. On peut le faire par fusion de protoplastes. On en voit ici des protoplastes au microscope. Des protoplastes, pour rappel, ce sont des cellules dont on a enlevé la paroi. Donc, et on constate assez facilement que des cellules sans paroi vont rapidement, facilement fusionner par leur membrane. Et une fois que les cellules auront fusionné, les noyaux vont se rencontrer et vont aussi fusionner. Donc la fusion de protoplastes permet en théorie d'obtenir n'importe quelle combinaison entre deux plantes différentes, même très très éloignées en termes d'évolution. Donc sachant encore une fois qu'il y a plus de 300 000 espèces d'angiospermes, je vous laisse faire le calcul du nombre d'hybrides qu'on peut produire artificiellement. Et de là, évidemment, c'est une chose que de produire un hybride au niveau d'une cellule. On va tirer profit de cette capacité qu'ont les cellules de régénérer une plante entière. Ce n'est pas toujours facile, mais ça marche souvent. Donc, si vous avez fusionné deux protoplastes d'espèces différentes, ça vous donne une cellule qui, dans de bonnes conditions de culture in vitro, peut régénérer une plante entière qui sera ainsi l'hybride entre les deux parents. Autre remarque pour terminer cette section, comme on l'a vu avec l'exemple du Raphano-brassica, donc ce phénomène d'alloploïdisation, ce n'est pas simplement l'addition des deux génomes. Donc ça s'accompagne d'une série de changements qui sont tout à fait imprévisibles et qui vont différer d'un descendant à l'autre d'un croisement. Donc c'est des changements, par exemple, qui peuvent faire intervenir des réarrangements chromosomiques majeurs. On aura des bouts de chromosomes qui seront perdus, on aura des duplications d'autres fragments de chromosomes, et au niveau de gènes individuels, on aura des changements de l'expression de plusieurs gènes. Donc ce phénomène de création d'hybrides demeure une approche très aléatoire qui, comme je l'ai déjà dit, ne donne pas un résultat qu'on puisse prévoir facilement. Donc la seule façon de le voir, c'est de faire des essais multiples et de voir s'il n'y a pas une ou quelques plantes intéressantes qui vont ressortir de ce genre d'approche. Je voulais juste ajouter ici que dans la nature se produisent parfois des formations d'hybrides sans intervention de reproduction sexuée, ce qui est assez surprenant. Donc ça a été observé dans la nature et ça a été vérifié expérimentalement en faisant des greffes entre ici deux espèces différentes du genre Nicotiana. Donc ce sont deux plantes qui ne sont pas des plantes tout à fait naturelles. Donc une des plantes qui est le Nicotiana tabacum, on lui a ajouté un gène de résistance à l'hygromycine, qui est un antibiotique. Et l'autre plante, l'autre parent, c'est Nicotiana glauca, auquel on a ajouté un gène de résistance à un autre antibiotique qui est la kanamycine. Donc vous faites la greffe,
entre ces deux plantes, ce qui est relativement facile. Et on se rend compte qu'au niveau de la zone de greffe, on a des bourgeons qui se forment, et ces bourgeons ont le potentiel de former de nouvelles plantes. Alors, l'expérience qui suit, qui est relativement simple, c'est de dire on va prendre des fragments de plantes des deux parents, donc avec deux couleurs différentes pour bien les distinguer, et on va prendre des fragments aussi de plantes de celles qui originent de ces bourgeons qui viennent de la zone de greffe. Et on les met sur une boîte de pétri qui contient les deux antibiotiques, donc hygromycine et kanamycine. Ce qui veut dire qu'en théorie, aucune cellule ne peut se développer parce que les deux parents ne sont résistants qu'à un des deux antibiotiques. Et quand on observe le résultat, donc on voit la boîte ici en réalité, on voit qu'on a de la croissance, donc de la régénération de plantes à partir des cellules qui viennent de la zone de greffe. Donc ces plantes-là, ces cellules-là, sont résistantes aux deux antibiotiques. Alors qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'au niveau de cette zone de greffe, on a eu non seulement une espèce de soudure, si on veut, entre les deux plantes, mais s'est développé une nouvelle plante par fusion des génomes des deux parents. Donc 48 chromosomes dans un cas et 24 chromosomes dans l'autre. Et la plante hybride, qu'on a appelée Taboca, en fusionnant aussi les noms des deux parents, possède 72 chromosomes, ce que je vais vous montrer juste après, et possède les deux gènes de résistance pour les deux antibiotiques. Donc si on commence par les figures de droite, donc on voit les deux parents et la plante hybride. Et de nouveau, cette plante hybride est plus grande que les deux parents. On voit ici les fleurs de l'hybride qui, elles, dans ce cas-là, sont un peu intermédiaires entre les deux parents. Et on voit très bien, quand on regarde le noyau, on a bel et bien les 72 chromosomes qui sont la somme des chromosomes des deux parents. Donc on a créé de toutes pièces, par cette greffe, une nouvelle espèce, donc Nicotiana taboca, qui n'est pas issue d'un processus de reproduction sexuée, mais uniquement de la rencontre entre des cellules de deux plantes différentes. Ce phénomène de greffe entre espèces différentes, en passant, qui donne d'ailleurs des hybrides, on le retrouve souvent naturellement. Donc, par exemple, entre un peuplier et un érable, ou donc cette association qu'on a observée en laboratoire, donc on l'observe aussi dans la nature. Donc, les deux plants de tabac différents qui, vous voyez, sont fusionnés ici. Et au niveau de cette fusion, on aura des phénomènes génétiques tels que je viens de le décrire. Troisième aspect de plantes ayant des nombres de chromosomes inhabituels. On a vu les plantes haploïdes, donc les plantes polyploïdes. Donc ici, on a un cas plus particulier qui sont les plantes triploïdes, donc qui ont 3N chromosomes. Première question, comment obtient-on des plantes triploïdes? C'est de nouveau relativement simple, si on veut. Vous avez deux plantes de la même espèce, que j'appellerai A. Une est diploïde et l'autre est tétraploïde. Elle a 4 jeux de chromosome A. Et cette plante tétraploïde a pu être obtenue par les processus qu'on a déjà décrits. C'est-à-dire que la plante diploïde produit des gamètes qui ont un jeu de chromosome A, la plante tétraploïde produit des gamètes qui ont 2 jeux de chromosome A, et le résultat est très simple à prévoir. Donc A plus A plus A vous donne une plante qui a 3 jeux de chromosome A. Donc elle est 3N, donc triploïde, et forcément, avec un jeu de chromosome qui ne pourra pas s'apparier, la méiose ne fonctionne pas et cette plante est stérile. Dans ce cas, on va chercher justement à conserver ce caractère de stérilité plutôt que de provoquer une duplication des chromosomes. Ça veut dire que chez cette plante, pour pouvoir la propager, on devra avoir un phénomène de multiplication asexuée ou, si on veut, végétatif qui existe. De nouveau, c'est une démonstration très théorique, mais ça correspond à des plantes qu'on connaît bien, en particulier la banane et aussi les pastèques sans pépins. Et ça implique aussi un autre caractère, c'est que s'il n'y a pas de fécondation, il y a des plantes stériles avec une production de gamètes qui est impossible, il n'y aura pas de fécondation, mais pourtant on a bel et bien des fruits. Et ces fruits n'ont pas de graines. Donc il faut aussi que ces plantes non seulement puissent être propagées de façon asexuée, mais qu'on puisse avoir un développement de fruits sans fécondation, ce qui est inhabituel, et c'est ce qu'on appelle la parthénocarpie. Donc pour revenir au cas de la banane, donc, en effet, les bananes que l'on mange n'ont pas de graines. Les petits points bruns qu'on voit dans la chair de la banane sont des graines qui ont avorté très très tôt. Et ici, je vais vous montrer donc une banane sauvage qui est diploïde. Vous verriez qu'on y trouve en effet
des graines qui sont de grande taille, qui sont très nombreuses et qui font que cette banane est très difficile à consommer. Donc, c'est l'avantage de la banane triploïde qui n'a pas ces graines, donc qui est plus intéressante pour la consommation humaine. Mais encore une fois, si ça marche pour le bananier, pour la banane, c'est parce que c'est une plante qui se propage de façon asexuée très facilement et chez laquelle on arrive à faire développer le fruit, même si la fécondation n'a pas eu lieu. On va passer maintenant à un autre phénomène génétique. Donc, une fois maintenant qu'on a fait un petit peu le tour de la polyploïdie, de la ploïdie en général, un phénomène qu'on appelle l'agamospermie, que certains auteurs appellent aussi l'apomixie. Si on est plus rigoureux, on va se rendre compte que l'agamospermie est un cas particulier d'apomixie. Et moi, je vais vous parler ici non pas de l'apomixie au sens général, mais bien du phénomène particulier d'agamospermie. Alors, qu'est-ce que c'est que l'agamospermie? Ben, c'est le contraire, en gros, de ce qu'on vient de voir chez la banane. C'est le fait de former des graines et des fruits, forcément, sans qu'il y ait eu fécondation. Alors, il y a plusieurs façons d'y arriver. Donc, le schéma du haut, en haut de cette figure-là, et qui est en rouge ici, reprend le schéma classique de reproduction tel qu'on l'a déjà étudié. C'est-à-dire que vous avez, au niveau de l'ovule, la cellule mère des macrospores qui subit la méiose, se développe pour former le gamétophyte qu'on appelle le sac embryonnaire, formé de noyaux haploïdes. Dans ce sac embryonnaire, la fécondation a lieu, avec le grain de pollen qui amène les gamètes mâles, et ça produit un zygote, puis un embryon diploïde. Donc ça, c'est le schéma classique de la reproduction. La gamospermie, c'est une façon de contourner un petit peu ou de modifier ceci, c'est-à-dire que ça peut commencer aussi par des cellules mères des macrospores, mais qui, sans passer par la méiose, vont former un sac embryonnaire. Donc uniquement des mitoses et pas de méiose. Conséquence, le sac embryonnaire est formé de noyaux qui sont non pas N, mais 2N, et en particulier le gamète femelle, l'oosphère, qui est bel et bien présent, qui a bel et bien la forme typique de l'oosphère, possède déjà un jeu diploïde de chromosomes. C'est donc dire que cet oosphère n'a pas besoin d'un gamète mâle pour revenir à l'état 2N, il est déjà 2N. Alors cet oosphère peut directement se développer et former un embryon diploïde. Dans d'autres cas, ce sont les cellules du nucelle, donc le tissu 2N qui entoure la macrospore, donc les cellules normalement qui ne contribuent pas à former le sac embryonnaire. Dans certains cas, une cellule du nucelle peut donner un sac embryonnaire. Avec la même conséquence, l'oosphère sera diploïde et il pourra par lui-même générer un embryon diploïde. Dans d'autres cas, une cellule du nucelle, sans même faire un sac embryonnaire, va former un embryon. C'est ce qu'on appelle de l'embryogenèse somatique, donc embryogenèse à partir d'une cellule non reproductrice. Dans les trois cas, donc peu importe le chemin qui a été suivi, la conséquence est la même. Tous les embryons obtenus sont identiques entre eux et surtout sont identiques à la plante de départ. Il n'y a pas eu de phénomène de méiose, de fécondation, de recombinaison. Alors on a un phénomène, si on veut, de clonage. Donc tous les embryons sont des clones de la plante mère. Donc ça existe naturellement chez un certain nombre d'espèces, même si on n'en est pas conscient. Donc en particulier chez plusieurs espèces de pissenlits et de ronces, on a un mode de production d'embryons comme ceci, sans passer par de la reproduction sexuée, même si ces plantes font bel et bien des fleurs. Donc là où je voulais en venir, c'est que ce phénomène naturel qui n'est pas très très important, encore une fois, pour les plantes naturelles, devient extrêmement important pour l'agriculture, puisque justement dans la nature, ce que l'on cherche par reproduction, c'est de produire de la diversité. À l'inverse, en agriculture, lorsqu'on a une plante, une variété de plantes qui nous intéresse, qui a les caractères voulus, on cherche de l'uniformité et de la stabilité. Donc ce petit schéma ici vous indique simplement, si vous avez deux plantes qui donnent une descendance, par exemple une variété de plantes cultivées qui a un bon rendement, des bons caractères, si vous laissez cette plante se multiplier de façon sexuée, donc vous provoquez par définition des recombinaisons, par fécondation, méiose et autres, donc vous produisez de la diversité. Et votre descendance n'a pas nécessairement tous les caractères dans toutes les plantes que ceux qui vous intéressaient. Si vous pouvez arriver à faire en sorte que cette plante se reproduise par agamospermie, par une espèce de clonage, qu'on a appelé ici apomixie, toutes les plantes obtenues seront par définition identiques à la plante de départ, c'est-à-dire auront les caractères qui vous intéressent pour l'agriculture. Autre avantage, puisque ce phénomène d'agamospermie se déroule en absence de pollinisation,
Les facteurs extérieurs n'interviendront pas. Donc, il n'y aura pas de facteurs qui feront qu'une année donnée, les insectes pollinisateurs sont peu abondants, donc le rendement est moins bon, que des facteurs climatiques, température, vent ou autres font que la pollinisation fonctionnera moins bien, donc que le rendement sera moins bon, puisque, comme on vient de le voir, donc ce processus de reproduction s'affranchit complètement du phénomène de pollinisation. Ceci m'amène à vous parler, encore une fois, de comment, une fois qu'on a compris ces phénomènes naturels, on essaie de les utiliser pour produire volontairement des plantes qui nous intéressent. Donc, comment on obtient de nouvelles variétés, encore aujourd'hui. Donc, avec le premier exemple, qui sont les variétés qu'on dit hybrides. C'est le cas, par exemple, de la plupart des variétés de maïs qu'on cultive aujourd'hui. Donc, il s'agit ici non pas d'hybrides entre espèces différentes, je précise bien, il s'agit de croisements à l'intérieur d'une espèce, donc des croisements qu'on va qualifier d'intraspécifiques. Donc, je disais, l'exemple type, c'est le maïs, d'autant plus que c'est une plante qu'on cultive en grande quantité en Alsace, en rappelant que le maïs est une plante monoïque, c'est-à-dire qu'il y a des fleurs unisexuées, mais des fleurs mâles et des fleurs femelles sur les mêmes pieds, sur le même individu. Et c'est une plante qui est capable de s'autoféconder. Donc, ça expliquera un petit peu certaines des manipulations qu'on doit faire pour obtenir ces hybrides. Donc, le schéma est le suivant. Et juste pour vous montrer, avant de voir le détail, que lorsqu'on parle d'une plante hybride, ce n'est pas nécessairement juste un croisement entre plantes A et B. Dans ce cas-ci, une variété hybride de maïs, souvent, a 4 parents. Donc les parents sont appelés ici ABCD. Ce sont des variétés, donc des lignées qui sont homozygotes, donc qui sont propagées en s'autofécondant pour justement conserver des génomes qui soient à peu près stables. Et ce sont des plantes qui en elles-mêmes présentent très peu d'intérêt, donc des plantes qui ont des vigueurs et des rendements qui sont faibles, comme c'est généralement le cas des plantes dans lesquelles la variété génétique est très faible. Alors les croisements sont les suivants. On va prendre le pollen de A pour féconder des fleurs femelles de B et du pollen de C pour féconder les fleurs femelles de la variété D. Donc non seulement, vous voyez, les combinaisons de plantes et de variétés sont importantes, mais le sens dans lequel on fait le croisement est important. Ça vous donne d'une part un hybride qu'on appelle AB, un hybride qu'on appelle CD, et si on avait fait le croisement dans l'autre sens, on n'aurait pas les mêmes hybrides avec les mêmes caractères. Donc on voit déjà un petit peu la notion de nombre de combinaisons qu'il faudra tester. Et de nouveau, donc le pollen de l'espèce de la variété AB servira à polliniser la variété CD pour vous donner une plante que j'appelle ABCD. À faire attention ici, ABCD ne veut pas dire que la plante est tétraploïde. Donc on n'a pas de multiplication de génome ici, on passe toujours par des gamètes qui soient haploïdes. Donc toutes les plantes sont diploïdes et le symbole ABCD dans ce cas-ci veut simplement dire que dans cette plante diploïde, on a contribution de 4 génomes différents. Et donc si le croisement a bien fonctionné, ces graines de l'hybride ABCD, une fois semées, vont vous donner une population de plantes qui sont très vigoureuses, qui donnent un bon rendement et qui sont très uniformes, donc qui poussent à la même vitesse et qui sont mûres en même temps. Dernière information, les astérisques que j'ai ajoutés sur la figure nous ramènent au fait que ces plantes sont monoïques. Donc si on laisse les choses se produire, entre guillemets, naturellement, la plante D pourra être pollinisée par la plante C, mais aussi par elle-même. Donc ce qu'on doit faire pour les plantes receveuses de pollen, c'est d'enlever à la main leurs fleurs mâles. Donc on voit que c'est très fastidieux. Ça représente des milliers et des milliers de plantes chez lesquelles, à la main, on doit enlever les fleurs mâles pour être sûr que ces plantes seront pollinisées par l'autre variété. Donc, remarque, suite à ce schéma, on est parti ici des variétés ABCD, mais dans les faits, il existe des centaines de variétés différentes. Alors, on imagine mathématiquement, vous pourrez faire le calcul, hein, si vous avez 100 variétés de maïs, le nombre de croisements différents que vous pouvez imaginer, donc au début et ensuite pour le deuxième croisement, en ajoutant le fait que chaque croisement peut être fait dans un sens ou dans l'autre. Donc c'est des milliers, même probablement plutôt des millions et des millions de croisements à tester. On en fait plusieurs milliers chaque année, et sur les plusieurs milliers de croisements que l'on teste chaque année, la grande majorité sont tout à fait inutiles, et de temps à autre, on va trouver une plante qui a des caractères intéressants et qui deviendra donc une variété commercialisée dans les années qui suivent. Le fait de devoir éliminer à la main les fleurs mâles de ces plantes receveuses de pollen, évidemment, comme je le disais, c'est très fastidieux.
Donc ça prend une main-d'œuvre extrêmement importante pour le faire sur des milliers de plantes, d'où l'intérêt d'un caractère qu'on appelle la stérilité mâle. Donc il y a des plantes qui naturellement sont stériles au niveau mâle, ne produisent pas de pollen. Et l'intérêt, c'est d'introduire ce caractère dans les plantes ici, B, D et l'hybride CD, pour arriver à éliminer cette phase d'élimination manuelle des fleurs, qui est une phase qui prend du temps, donc qui coûte très cher forcément, et qui fait que les semences hybrides aussi ont un coût qui est, de revient qui est important. Dernier point, pourquoi doit-on justement acheter chaque année les graines de l'hybride qui nous intéressent, ici à BCD? Parce que de nouveau, si vous laissez cette plante se reproduire dans un cycle sexué, vous faites intervenir des phénomènes aléatoires de recombinaison par la méiose, la fécondation et autres, et la descendance de cette génération n'aura pas nécessairement les mêmes caractères ni la même uniformité que cette génération-ci qui est produite par une série de croisements avec des variétés bien identifiées et bien précises. Ce qui fait qu'au lieu de garder une partie des graines et de semer l'année suivante, ce qu'on va faire, c'est de racheter l'hybride qui a été reproduit par le même processus. Deuxième aspect de la production de nouvelles variétés, c'est la sélection que j'appelle traditionnelle, qui fait intervenir de la mutagénèse. Donc, encore une fois, soit on attend que les mutations intéressantes se produisent naturellement, soit on provoque ces mutations, ce qui a été fait à de très nombreuses reprises dans le passé et qui est toujours fait aujourd'hui. Alors, juste avant de voir le processus, qu'est-ce qu'on cherche comme nouveaux caractères chez les plantes? Soit des caractères que j'appelle agronomiques, par exemple des plantes plus petites, des plantes qui fleurissent plus tôt ou plus tard selon les conditions qu'on cherche, et évidemment des plantes, par exemple, qui résistent mieux aux maladies ou aux différents stress environnementaux. On cherche aussi à produire des plantes qui aient des caractères chimiques un peu différents, par exemple des compositions en huile différentes, moins d'huile toxique, plus d'huile bonne pour la santé, ou au niveau des acides gras, par exemple des plantes qui aient plus de protéines, donc qui soient meilleures pour l'alimentation. Et on cherche aussi, par mutagénèse, des plantes qui soient affectées dans leur caractère reproductif. On vient de parler de stérilité mâle. Donc aussi, par exemple, des plantes qui soient auto-incompatibles, là aussi pour favoriser, faciliter la production de plantes hybrides. Alors, comment fait-on de la mutagénèse? Donc, il n'y a rien de spécial pour les plantes. Donc, ce sont les mêmes agents mutagènes qu'on peut utiliser chez toutes les cellules vivantes. Ce sont soit des agents chimiques, soit des rayonnements UV, soit des radiations. En précisant bien que lorsqu'on expose des plantes à des mutagènes, on va à la fin récolter des plantes dont le phénotype nous intéresse, parmi un grand nombre de plantes qui ne seront pas intéressantes, et que parmi ces plantes qu'on va sélectionner, on aura donc des mutations qui auront été produites en nombre inconnu et en nature inconnue. Donc on ne sait pas si on aura touché un gène ou plusieurs gènes, est-ce qu'on ne sait pas si la mutation sera ponctuelle ou sera une mutation au niveau des chromosomes. Donc on aura juste observation d'un phénotype qui nous intéresse sans avoir aucune idée sur la nature génétique des changements. Alors encore une fois, c'est une explication théorique, mais ça correspond à une réalité de l'agriculture. Donc plusieurs des plantes que l'on cultive aujourd'hui et qui sont autorisées à la culture ont été obtenues par ce genre de processus. Et on voit concrètement ici de quoi ça a l'air. Donc c'est une installation qui fait, vous voyez, donc, plusieurs dizaines de mètres de diamètre. On a au centre une source radioactive très puissante. On a une enceinte de béton autour et des parcelles où on fait pousser des plantes. Et une fois qu'on aura irradié les plantes, on va récolter leurs graines et les faire pousser. Évidemment, les plantes elles-mêmes ne sont pas radioactives, donc on a utilisé la radiation pour produire des mutations. Et la descendance de ces plantes donc, sera cultivée. On en fera pousser un grand nombre et on observera donc les caractères de ces plantes issues d'une mutagénèse. Et parmi les milliers de plantes qu'on fera pousser, éventuellement, de temps à autre, on identifiera une plante qui a des caractères qui nous intéressent. Exemple très concret, le tournesol qu'on appelle oléique, donc justement dans lequel il y a une différence au niveau de la composition en huile, qui est intéressante pour la production agricole. Donc ce tournesol oléique a été obtenu par mutagénèse de ce type-là, et c'est aujourd'hui 50% des cultures en France, y compris des cultures bio, puisque cette plante-là n'est pas transgénique en tant que telle, elle est modifiée génétiquement, on ne connaît pas nécessairement toutes les mutations, mais on ne la considère pas comme étant transgénique, donc on peut très bien cultiver ce tournesol en agriculture bio. Dans d'autres cas, c'est une résistance à des herbicides qu'on a cherché.
encore une fois, sans ajouter de gènes nouveaux comme dans la résistance au glyphosate dont on a parlé au semestre précédent, simplement par mutagénèse de ce type-là. Donc un tournesol qui s'appelle Expresson et colza qui s'appelle Clearfeed sont des plantes cultivées à grande échelle qui sont issues d'un processus de mutagénèse. Et il y en a plusieurs autres qui sont autorisées à la culture. Juste petit clin d'œil en passant, justement pour que ces plantes-là ne soient pas considérées comme étant des OGM, des plantes transgéniques, ce qui est un peu remis en cause aujourd'hui. Donc, le Code de l'environnement disait tout simplement que la technique de mutagénèse n'est pas considérée comme donnant lieu à une modification génétique. Donc, c'est assez paradoxal donc, de dire que faire des mutations n'est pas une modification génétique, mais encore une fois, ça permet de faire en sorte que ces plantes soient évaluées comme d'autres plantes issues de croisement traditionnel et ne soient pas évaluées comme des plantes transgéniques. Autre phénomène donc, plutôt lié à l'horticulture qu'à l'agriculture, c'est le fait d'avoir des plantes dont les feuilles et les fleurs sont dites panachées. Donc elles sont recherchées parce qu'elles sont très jolies. Et donc on cherche à les produire volontairement là aussi. Et la question que je pose ici, à laquelle on va répondre brièvement, c'est qu'est-ce qui provoque ce phénomène de coloration diverses sur différentes parties de la feuille ou de la fleur. Donc ça existe chez plusieurs espèces, j'en ai montré 4 ici, donc c'est évidemment répandu et ça se trouve chez plusieurs dizaines d'espèces différentes. Alors pour expliquer un de ces cas, il faut parler de plantes chimériques et faire un petit rappel sur la structure du méristème apical collinaire. Vous vous souvenez, c'est une figure qu'on a déjà vue. Donc le méristème apical collinaire divisé en zones, qui sont la zone apicale ici, qu'on appelle CZ, l'anneau initial identifié par PZ, le méristème médulaire identifié par RZ, mais surtout, dans le cas qui nous intéresse, c'est un méristème divisé en couches de cellules. Donc la couche L1, qui va former l'épiderme, et ensuite en dessous la couche L2, qui forme les tissus qu'on appelle sous-épidermiques, et la couche L3 qui forme tout le reste, en précisant que selon les espèces, les contributions relatives de L2 et L3 aux différents tissus de la plante sont un petit peu variables. Ce qui ne change pas, c'est que L1, une couche unique de cellules, ne forme toujours que l'épiderme. Donc dans une plante normale, je dirais, les génomes des cellules de L1, L2, L3 sont tout à fait identiques, puisque c'est la même plante, forcément. Mais dans des chimères qu'on appelle périclines, on a le cas où les cellules d'une des couches, que ce soit L1, L2 ou L3, sont différentes génétiquement des autres. Ça peut être une seule mutation ponctuelle, ça peut être plus important, mais on a au moins une différence génétique entre les cellules d'une des 3 couches. Et ça nous ramène à l'exemple de la feuille panachée du ficus que je montrais tout à l'heure, avec des zones qui sont vert foncé, des zones vert clair et des zones qui sont jaunes. Et pour comprendre ceci, il faut savoir aussi que chez la feuille sauvage, on a de la chlorophylle dans les couches L2 ou L3, ou je devrais dire dans les couches des cellules qui dérivent des couches L2 et L3 du méristème. Les couches dérivant de L1, ce qui est l'épiderme de la feuille, n'ont pas de chlorophylle. Si vous enlevez, et c'est possible de le faire avec plusieurs types de plantes, si vous enlevez délicatement la couche des cellules de l'épiderme, vous allez voir que l'épiderme est tout à fait incolore. Donc, première information qu'il faut connaître pour comprendre la suite. Deuxième information qu'il faut connaître, c'est que la marge de la feuille, donc la périphérie, provient de cellules dérivées de L1 et L2, pas de L3. Alors, dans ce cas-ci, on a effectivement une plante qui est chimérique. On a une mutation au niveau du L2. Donc, des cellules de la couche L2 présentent une mutation qui fait que ces cellules ne produisent pas de chlorophylle. Alors, résultat, en périphérie de la feuille, vous avez des couches qui viennent de L1 où il n'y a pas de chlorophylle et des couches qui viennent de L2 où maintenant, chez ce mutant, il n'y a plus de chlorophylle. Donc les feuilles restent incolores. Les cellules restent incolores. Au centre de la feuille, vous avez des cellules qui dérivent de L3. Donc L3, lui, n'est pas muté, il produit de la chlorophylle. Et vous avez ensuite toute une série de zones ici qui vont dériver à la fois donc, de L1, L2, L3 avec des contributions relatives. Et lorsqu'il y aura donc, une contribution importante de L3, la coloration sera foncée. Et lorsqu'il y aura plutôt une contribution importante de L1 et de L2, surtout de L2, donc là, on aura une coloration intermédiaire, donc un mélange de cellules L2, L3, L2 sans chlorophylle et L3 avec chlorophylle. Et cette distribution sera aléatoire, ce qui explique que chacune des feuilles aura un patron unique de présence de cette chlorophylle.
Alors, c'est un phénomène qui est extrêmement important pour la culture du raisin. Donc, je vous invite à lire ce petit article de l'INRA qui vous explique un petit peu la génétique du pinot et qu'est-ce qui fait que les pinots ont des caractères différents et quelles sont justement, dit autrement, les différences génétiques entre les différentes variétés de pinot dont on fait le vin par la suite. Passons maintenant à ces fleurs panachées. Donc, il y a plusieurs explications possibles à ces phénomènes de coloration qui sont irréguliers. Et l'une des explications de ceci, donc on le voit très bien chez l'hypomée par exemple ou chez le dahlia, c'est la présence de transposons. Donc c'est pas, j'insiste, l'explication unique, mais c'est très souvent le cas. Donc vous avez une fleur sauvage ici qui est normalement rouge. Si vous créez une mutation, par exemple par intégration d'un transposon, qui est une séquence ADN qui peut se déplacer, donc si vous intégrez un transposon dans un des gènes responsables de la synthèse du pigment, vous produisez une fleur qui est blanche. Donc jusque-là, rien de surprenant. Par contre, vous allez voir aussi parfois apparaître des fleurs qui sont blanches, mais dans lesquelles vous retrouvez certains secteurs qui sont colorés. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ben, autant le transposon, c'est un bout d'ADN qui peut venir s'intégrer dans un gène. Dans certains cas, on peut avoir sorti, si on veut, ce qu'on appelle en génétique une excision, on peut avoir sorti du transposon du gène où il s'est intégré. Et si ce départ du transposon recrée la séquence d'origine, on va recréer la pigmentation. Donc ce qu'on a ici, c'est un secteur qui dérive d'une cellule. Donc une cellule a éliminé le transposon qui était dans le gène de pigmentation, rétabli le gène normal, ce qui veut dire que cette cellule-là a retrouvé sa pigmentation et que toutes les cellules qui en descendent, donc tout ce secteur-là, ce sont des cellules qui descendent d'une cellule qui était quelque part dans le bourgeon ici. Donc toutes ces cellules-là descendent d'un événement de transposition. Donc elles ont toutes la même origine, la cellule qui a rétabli sa voie de coloration. Et si ça se passe en plusieurs cellules différentes, on aura plusieurs secteurs qui seront colorés. Et on peut donc dire dans ce cas-là que cette fleur est une fleur chimérique puisqu'elle a deux types de cellules, des cellules avec un transposon dans le gène de pigmentation et des cellules qui n'ont pas ce transposon dans le même gène. Alors ceci complète ce chapitre sur la génétique. Il ne nous reste qu'un chapitre relativement court à voir, donc vous aurez bientôt sur Moodle, où on va revenir sur les notions de relations entre les plantes et d'autres êtres vivants, des relations qui parfois donc, donnent lieu à des maladies, et des relations qui parfois sont bénéfiques aux deux partenaires. En rappelant que ce lundi, à 17h30 sur Moodle, j'ai envoyé un message à ce sujet-là. Donc vous aurez une séance de questions-réponses en direct et que je vous incite fortement à envoyer les questions à l'avance, ce qui permettra de mieux préparer les réponses. Et forcément, le contrôle continu est déjà prévu. Donc il est prévu pour le jeudi 18 février à 8h et à moins donc, de grands changements d'ici là, c'est un contrôle qui aura lieu en présentiel.